Bien, ben nous allons démarrer cette... je crois que c'est la dernière conférence de l'année, puisque je parle sous le contrôle de Sylvia, celle de la semaine prochaine a été reportée. Hein. Donc c'est notre dernière conférence de l'année, last but not least, disent les Anglais, puisque nous accueillons notre collègue Francine de Michel, qui est présidente de la fondation de l'université, mais qui ici est conférencière au titre de professeur des universités en droit. Et sa conférence aujourd'hui a pour thème le sexe du droit. Alors, ne pas inverser, parce que dans les réseaux sociaux, on s'est amusé à inverser un petit peu le titre et à jouer sur, bien entendu, le droit du sexe. Donc, j'ai suivi un petit peu ça sur Facebook. Évidemment, ça a donné quelques gloses là-dessus, mais le sujet est tout à fait sérieux, puisqu'il s'agit d'une étude genre, ce qu'on appelle aussi dans les théories du genre aujourd'hui. Je suppose qu'on se situe là, enfin tu nous le diras. Mais en tout état de cause, c'est un thème qui nous intéresse au plus haut point, puisque on est dans cette égalité homme-femme, dont Bruno, ici présent, et que je remercie d'être là avec nous, est spécialiste. Voilà, Francine, je ne vais pas insister. Je sais que les supports PowerPoint ou feuilles sont superfétatoires et que tu vas nous gratifier d'une conférence comme ça. Comme tu en as l'habitude. Merci encore pour ta présence et nous t'écoutons. Tu as à peu près, enfin tu prends le temps qu'il te convient, mais en général les formats on se donne à peu près jusqu'à 1 heure et puis on échange un moment. D'accord. Merci beaucoup. Bon. À tout à l'heure. Merci Alain. Bonjour. Alors c'est vrai que le titre peut paraître un peu surprenant. Hein, il n'est pas habituel, mais ce n'est pas une comment dirais-je, une facétie, oui, c'est ça. C'est pas quelque chose qui vise à provoquer de l'humour. C'est un sujet très sérieux, à mon avis, et j'espère que je vais arriver à vous le montrer. En tout cas, dans ces grandes lignes, parce qu'évidemment, c'est un sujet immense, qui est ouvert et qui n'est pas refermé, qui est donc sur une problématique totalement inachevée. Mais je pense qu'on est dans des temps historiques où on peut commencer à entamer une réflexion sur ce problème de la sexuation par le droit. Hein. D'abord, quelques remarques sur le droit en général, pour ceux qui ne seraient pas juristes, si vous voulez. Le droit, c'est un discours du pouvoir. Hein. Le droit aide le pouvoir, quel qu'il soit, hein, sous forme d'État ou sous une autre forme, à mettre en place des positions, des institutions ou des trajectoires, hein, à limiter des espaces, par exemple les frontières. Et il le fait d'une façon tout à fait originale, puisque il le fait à l'aide de normes. Le droit est un système normatif sanctionné. Hein. Bon. Et quand vous parlez le droit, vous ne parlez pas science. C'est-à-dire que la science fait référence à de la réalité, de l'expérimentation. Hein. Le scientifique, la découverte est toujours avec à l'origine une expérimentation du réel. Vous ne parlez pas non plus émotion, vous ne parlez pas, on n'est pas dans le champ, dans le domaine de l'affectif, si vous voulez, de l'amour, dans le domaine des relations amoureuses au sens large, hein. Pas l'amour simplement traditionnel ou à l'occidental, mais des relations, disons, où il y a des émotions qui ne relèvent pas de la raison. Le droit ne relève donc ni de la raison scientifique, ni de l'émotion. Il a une spécificité normative propre. Dans le droit, ce qui est tout à fait caractéristique, c'est qu'il s'agit de faire régner l'ordre. Hein. Donc, quand on dit quelque chose en droit, c'est comme si on le faisait. En droit, dire, c'est faire. Hein. L'indicatif en droit n'existe pas, tout est impératif. L'indicatif vaut impératif. Et le droit permet en quelque sorte de restructurer le réel. Il prend le réel tel qu'il est et puis il le réaménage. Il le qualifie d'une façon ou d'une autre. Il requalifie les actes des individus. Il change les temporalités, hein, avec tous les principes de droit tels que la non-rétroactivité, etc. Et il change aussi les espaces. Quelque chose qui est près de vous, par exemple votre voisin,
votre voisin physique, il a la maison à côté de la vôtre. Mais le droit de propriété isole votre voisin. Et même peut entraîner, vous le savez, des conflits de voisinage qui éloignent votre voisin qui a des droits qui seront contraires à vos propres droits. Le droit peut en revanche rapprocher. Si vous appartenez à la même nationalité, même si vous êtes à des milliers de kilomètres de distance, vous allez avoir des droits semblables. Donc vous allez être proche de quelqu'un qui est de la même nation que vous. L'étranger qui est à votre porte sera très éloigné de vous, et le national qui est à des milliers de kilomètres sera très proche. Donc le droit, si vous voulez, triture le réel. Il le réaménage, le reconstruit. C'est pour ça que l'essentiel dans le droit, je veux dire, c'est de savoir faire cette requalification du réel. Et moi, je dis toujours, le droit, le droit c'est du mensonge. Le droit est un menteur. Hein. Un bon juriste, c'est quelqu'un qui sait mentir. Vous regardez les avocats, mais pas que les avocats. Je pourrais vous montrer, on n'a pas le temps, comment les magistrats triturent le réel et mentent sur le réel. Comment évidemment, l'appareil d'État reconstruit le réel. Donc cette reconstruction du réel par le droit, elle est extrêmement importante. Mais cette fonction d'autorité qui est à la base du droit, hein, quel que soit le droit est avant tout un facteur d'ordre. Cette fonction d'autorité, elle ne peut s'exercer que parce qu'il y a à côté une fonction de nomination. Le droit, essentiellement, c'est un langage. Hein. C'est le langage du pouvoir, mais c'est un langage. Donc, il faut trouver les noms. Ce qui fait que si vous n'existez pas en droit, dans la société, vous n'existez pas. D'où le premier problème pour les femmes, c'est que pendant des décennies, voire des siècles, dans les grands en droit français, dans les grands textes du droit français, il n'y avait pas de femmes. Les femmes n'existaient pas. Prenez le Code civil, même encore aujourd'hui où on a réintroduit quelques droits des femmes en tant que tels, vous prenez l'index du Code civil, le mot femme existe très peu, si vous voulez. Si vous prenez le mot homme à la place, c'est 50 fois plus. Donc, quand vous êtes invisible en droit, vous n'existez pas dans la société. Donc le problème, c'est donc essayer d'être nommé en droit. Or, ce qui se passe, et ça dépasse le droit, c'est que la société, la langue française est une langue antiféministe. La langue officielle, j'entends. Mais comme vous le savez, le peuple ne parle pas le français officiel. Le peuple en France parle le verlan, le patois, n'importe quelle langue on dit ça aujourd'hui, les langues de banlieue, n'importe quelle langue locale, les langues régionales, hein, l'argot, mais ils ne parlent pas le français officiel. Très peu de Français, quand vous parlez avec les gens, et encore moins maintenant sur les réseaux sociaux, ils parlent une autre langue que le français officiel. Mais si vous prenez le français officiel, c'est-à-dire le français du droit, hein, le droit est obligé de s'en tenir au français officiel, si vous prenez le français officiel, vous apercevez que c'est un langage extrêmement antiféministe. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il a été verrouillé par l'Académie française, hein, parce que pour entrer dans le langage officiel, il faut passer par l'Académie française. Entre parenthèses, 40 hommes qui siègent et 5 femmes. Bon, on voit déjà que l'égalité n'est pas assurée. Hein. Et cette langue officielle française a été, comment dirais-je, verrouillée au moment de la guerre de 14. Bon. Les linguistes qui ont travaillé là-dessus le savent. Avant la guerre de 14, il y avait quand même un plus grand va-et-vient, si vous voulez, une plus grande fluidité de la langue française. À partir de la guerre de 14, une guerre masculine, hein, où il n'y avait que des problèmes qui concernaient les hommes, où les femmes ont complètement disparu du paysage politique et social. À partir de la guerre de 14, il y a un verrouillage de la langue française. Et aujourd'hui, la langue française est verrouillée. Hein. Regardez, pour 2 exemples, il y a un débat sur les retraites. Bon. Vous avez vu, il y a une formule qui est sortie. C'est amusant. La clause du grand-père. Et pourquoi pas la grand-mère? Hein? Pourquoi pas la grand-mère? Parce qu'on sait en plus que les femmes vivent plus vieilles que les hommes. Normalement, il aurait dû y avoir une clause de la grand-mère. Ou à la rigueur, si on était juriste, de la petite fille. Parce que c'est le principe de non-rétroactivité, là. Hein. Bon. Eh bien non, ce n'est ni la clause de la grand-mère, ni de la petite fille, c'est la clause du grand-père. Deuxième exemple, regardez les féministes. Pendant des siècles, en droit encore aujourd'hui, une femme est assassinée, qu'est-ce qu'on dit? C'est un homicide.
Le droit dit c'est un homicide. Alors les féministes se sont battues en disant c'est pas normal, on va mettre féminicide. Bon, elles sont arrivées à faire passer le mot féminicide dans la presse. Aujourd'hui, les médias parlent de féminicide, mais pas l'Académie française. Et les gens de l'Académie qu'on interviewe disent oh, il n'en est pas question, qu'est-ce que c'est que ce mot-là? Donc vous voyez comment on a une langue déjà, au-delà du droit, on a une langue nationale qui est extrêmement antiféministe et qui est vraiment une langue de l'État. Or, l'État français, c'est un État jacobin, autoritaire et fondé, je vous le montrerai, sur le système patriarcal. Donc, l'État français est absolument pas porteur, si vous voulez, de la féminisation des mots. Donc, il n'y a pas de féminisation des mots dans la langue française. Jusqu'en 1998, c'est-à-dire sous Jospin, Jospin Premier ministre, il a décidé, moi j'étais à la direction de l'enseignement supérieur, je me souviens, la bataille qu'il a menée, et que son cabinet a menée, il a décidé que les appellations de métiers seraient au féminin. On ne dirait plus le directeur mais la directrice, l'instituteur mais l'institutrice, on dirait les deux. Eh bien, il a mené une bataille contre ses propres alliés, c'est-à-dire les gens, les femmes, y compris les femmes qui étaient au PS, qui n'en voulaient pas. Ils disaient, mais non, on va nous appeler directrice, ça va nous inférioriser. On veut garder le nom du directeur. Il n'en a pas tenu compte et il a fait passer un décret qui décide que, désormais, les métiers seront masculins et féminins. 1998. Alors, vous voyez un peu les blocages qu'il y a dans la langue française officielle, puisque là c'est la langue de l'État, pour arriver à féminiser ce qui peut paraître évident dans quantité d'autres discours étrangers. À l'étranger, la féminisation des métiers, il y a belle lurette qu'elle a été faite dans tous les pays occidentaux. Donc là, on a une situation un peu particulière qui tient à ce que le langage officiel de l'État est un langage essentiellement masculin et très antiféministe. Et on voit bien, encore une fois, regardez aujourd'hui les batailles qui sont menées et dont l'Académie française ne veut pas entendre parler d'ailleurs, sur ce qu'on appelle la grammaire inclusive, I.E.S. éventuellement niet, ils n'en veulent pas. Les points centraux, là, vous savez, mettre des points au milieu des mots pour montrer qu'on peut féminiser un mot, le garder au masculin et le féminiser, niet. Donc on a là une vraie bataille au niveau du langage académique. Alors on peut la contourner, c'est ce que fait le peuple, puisqu'il parle une autre langue, et c'est très bien. C'est pour ça qu'il faut défendre à la fois les langues régionales, l'argot, tout ce qui est para-officiel. Tant que les langages para-officiels se développeront, la langue officielle sera en quelque sorte condamnée dans sa rigidité, si vous voulez. Elle existe dans sa rigidité, mais elle sera condamnée. Donc ça, c'est le problème du droit. Alors maintenant, il y a, je dirais, le droit proprement dit. Qu'est-ce qui fait qu'en France, on a quand même ce problème d'un droit exclusivement et principalement, plus que principalement, quasi exclusivement masculin? C'est qu'on fonctionne selon un système qui est le principe patriarcal. Alors vous me direz, toutes les sociétés sont patriarcales. Vous avez un ouvrage en 2 volumes que je vous conseille de lire, même pendant vos vacances si vous avez 5 minutes. Ça se lit comme un roman policier. C'est un travail de toute sa vie pratiquement d'une très grande anthropologue qui est morte il n'y a pas très longtemps, qui s'appelait Françoise Héritier, et qui a fait 2 volumes, masculin-féminin. Lisez-les, ils sont en poche. Lisez-les, c'est magnifique. C'est époustouflant d'intelligence, de réflexion, et elle démontre 2 choses. Elle démontre que toutes les sociétés ont été patriarcales. Il n'y a pas eu de société matriarcale. Elle dit qu'il ne faut pas confondre les sociétés matrilinéaires et les sociétés matriarcales. Bon, moi, je ne rentre pas dans sa démonstration. D'abord, je ne suis pas anthropologue. On n'aurait pas le temps. Mais lisez-le, vous verrez, c'est très intéressant comme démonstration. Donc, elle dit que toutes les sociétés sont patriarcales. Et pourquoi est-ce que toutes les sociétés sont patriarcales? Pour une raison qui est une raison biologique au sens noble du terme, si vous voulez. Elle dit, voilà, dans l'histoire de l'humanité, il y a 2 sexes. Il y a un sexe, qui est le sexe féminin, qui a l'extrême privilège, un privilège exceptionnel de donner la vie. Or, ce don de la vie, c'est quelque chose de tout à fait remarquable. On peut s'étonner sur le fait qu'à partir de rien, d'une cellule naissent
un être humain complexe et complet. Donc elle dit, ce don de donner la vie, à qui il appartient? Au sexe féminin. Seules les femmes donnent la vie. Et non seulement elles donnent la vie, et elles sont les seules à la donner, mais elles donnent une vie en double. C'est-à-dire qu'elles reproduisent ce qu'elles sont, femmes, en filles, elles donnent naissance à des filles, mais aussi, elles donnent naissance à ce qui n'est pas elles, c'est-à-dire le masculin. Elles donnent naissance à des garçons. Donc il dit, ce privilège-là, dit-elle, c'est un privilège féminin que les hommes n'ont pas. Et donc, s'il n'y a pas de femme, il n'y a plus d'espèce. C'est la femme qui est l'élément reproductif de l'espèce, puisqu'elle reproduit le double. Non pas le 1, mais le 1 et le 2. Et elle dit, alors qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire? Et ça, elle le démontre très très bien. Elle dit, voilà, eh bien, les hommes se sont vengés en quelque sorte. Ils se sont dit, mince, on n'a pas ce pouvoir-là. Nous, on ne peut pas reproduire l'espèce. Il n'y a pas moyen. Tout seul, on n'y arrive pas. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va capturer le corps des femmes, on va le rendre captif socialement, et on va monopoliser le pouvoir social. Donc, à partir de là, elle dit que c'est un phénomène général que l'on retrouve sous des formes différentes. Le système patriarcal peut évoluer, mais sous toutes les formes, on retrouve ça, c'est-à-dire le pouvoir aux hommes. Alors, le pouvoir aux hommes, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par une hiérarchie, bien entendu. D'abord, une captation de ce qui est rare, le pouvoir, puisque le pouvoir, c'est quand même... Avoir le pouvoir, c'est une place d'exception. Dans une société, tout le monde n'a pas le pouvoir, hein. On est loin de là. Donc il y a quelques-uns qui ont le pouvoir. Donc on va faire que ce soit les hommes qui ont le pouvoir. Comment? En capturant, en ordonnant, si vous voulez, par toutes les règles, dont le droit, le corps des femmes. C'est-à-dire que les femmes n'auront pas la liberté de leur corps. Elles seront obligées d'utiliser leur corps dans une problématique qui est la problématique du pouvoir masculin. Bon. Et alors, elle dit, voilà, il y a, et ça on le constate dans toutes les sociétés, il y a 3 champs d'action. Il y a, premier champ d'action, évidemment, la reproduction physique, c'est-à-dire on contrôle le corps des femmes, interdiction de l'IVG, hein, la reproduction physique, le fait d'être obligé de donner naissance aux enfants, on contrôle les conditions de la naissance, donc les conditions de la vie des enfants, l'élevage des enfants est fait sous tutelle, il n'appartient pas uniquement à la mère, mais il appartient, on dira, à la famille, etc., quelles que soient les structures. Donc, le contrôle du corps des femmes. Deuxièmement, le contrôle de la terre, les biens. Qui va posséder les biens? Qui va dominer les biens? Ce n'est pas forcément la propriété privée, mais qui va être maître de biens, de dire ce bien appartient à un tel ou ce bien appartient à tel autre. Ça va être le système patriarcal qui va dire, voilà, qui va être propriétaire des biens. On constate que dans beaucoup de sociétés, les femmes ne sont pas propriétaires. Je vous rappelle qu'en France, l'héritage, il n'y a pas très longtemps, hein, je ne suis pas civiliste, mais c'est une trentaine d'années, même pas, hein, l'héritage, les femmes, les conjoints n'héritaient pas. Hein, c'était les enfants qui héritaient. Et comme c'était les femmes qui, sociologiquement, succédaient aux hommes, étaient les plus vieilles que les hommes, elles héritaient de rien. Et vous aviez des quantités d'exemples où les femmes étaient foutues à la porte des maisons parce que les enfants avec qui elles s'entendaient plus ou moins bien récupéraient les maisons pour elles et les mettaient dehors. Donc ça a un peu changé en ce sens qu'aujourd'hui, la femme hérite d'une partie, mais le principe reste quand même la filiation de père à fils. Hein, attention, hein. La femme, c'est en quelque sorte une pièce rapportée à l'héritage. Donc le problème des biens. Et la troisième dimension, c'est la gestion de l'espace, si vous voulez. Donc comment on va gérer l'espace politique avec des frontières, avec des interdictions de transhumance, avec des sédentarités. Et c'est toute la logique, en quelque sorte, de la femme au foyer, si vous voulez. La femme qui ne travaille pas, ce que nous, on appelle la femme au foyer. La femme qui ne travaille pas est assignée, en quelque sorte, à un espace déterminé. Donc, avec ces trois champs d'intervention, le pouvoir patriarcal fonctionne. Or, en France, qu'est-ce qu'il faut dire? Bien sûr, il ne fonctionne pas qu'en France. Mais en France, il fonctionne de façon accentuée. Pourquoi? Première raison, la loi Salique. Vous savez ce que c'est que la loi Salique? La loi Salique, c'est la loi qui a été fixée par la royauté, sous la royauté, pas de femme reine. Les femmes ne peuvent pas arriver à accéder au trône, contrairement à ce qui se passe dans tous les pays européens. Donc cette loi Salique, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écarté les femmes tout de suite du pouvoir politique. Et cette tradition de la loi Salique, elle existe encore aujourd'hui. Nous avons un droit salique aujourd'hui en France. Alors,
on peut pas, c'est un peu caricatural ce que je dis là, mais notre droit est héritier, notre droit public est héritier du droit salique. Et vous avez en France le grand principe de succession qui existe toujours, ne serait-ce que dans la symbolique. Il n'existe peut-être pas dans les textes réels, mais dans l'esprit des dirigeants et dans la symbolique de la philosophie du droit, par exemple, il y a un seul Dieu, il est homme, hein, monothéisme masculin, un seul chef, le roi ou le président de la République qui tient lieu de roi, hein, et qui est chef. Et puis, il y a après le chef d'entreprise et le chef de famille. Il ne faut pas oublier que la notion de chef de famille a été supprimée dans le droit civil il y a quelques années. Avant, on disait on est sous l'autorité paternelle. C'était le père qui signait les livrets des gosses pour l'école. Ce n'était pas la mère. La mère, elle n'avait pas le droit de signature. Donc, vous aviez une autorité paternelle qui a disparu il y a quelques années. Aujourd'hui, on a un peu fait évoluer ça. D'ailleurs, c'est sous Giscard d'Estaing qui avait de ce côté-là une vision assez libérale mais ouverte de la société, qu'on a mis l'autorité parentale, si vous voulez. Donc aujourd'hui, il y a les deux. Et il peut y avoir, dans des circonstances particulières, la mère toute seule. Donc mais l'autorité paternelle, et elle est quand même dans les esprits, notamment ici en Corse, l'autorité paternelle, elle est restée symboliquement très forte, si vous voulez. Le père de famille, c'est quelque chose qui a une valeur symbolique forte. Donc, ceci explique, si vous voulez, que le principe patriarcal qui est branlant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai que vous allez dans les sociétés occidentales, le principe patriarcal, sous la forme que je viens de vous le décrire, il est quand même remis en cause. Mais même si vous acceptez de reconnaître que l'idée du monothéisme, de un, hein, le patriarcat, c'est un seul. Il n'y a pas deux, il y a un. Bon. Même si vous dites c'est moins vrai, etc. Aujourd'hui, on constate quand même que dans la société française et dans le droit français, là, il faudrait que les civilistes fassent une étude assez intéressante, c'est de montrer que le droit civil fonctionne quand même sur l'unité. Hein. C'est un droit de l'unité de l'un et pas du deux, parce qu'il y a deux sexes. Il n'y a pas deux sexes en droit, il n'y en a qu'un. Hein. Donc, ce fonctionnement sur l'unité, il repose sur d'autres bases que le principe patriarcal traditionnel, la symbolique de Dieu qui a disparu, puisque aujourd'hui les sociétés sont moins religieuses, notamment la nôtre. Hein. La nôtre, j'entends la société occidentale et la société française. Mais vous vous apercevez qu'il y a un autre fondement. Et l'autre fondement, il est assez intéressant, c'est que subrepticement, le droit, et les mécanismes juridiques et les mécanismes politico-juridiques ont fait apparaître la notion de rareté. C'est-à-dire que les places dites d'exception, les places de pouvoir, doivent rester entre les mains des hommes. Pourquoi ? Parce qu'elles sont rares. Il n'y a pas du pouvoir partout. Même si Foucault a dit qu'il y a du pouvoir partout, c'est vrai et c'est faux. Hein. Il n'y a pas du pouvoir partout. Il y a des moments où il y a une concentration du pouvoir. Nous le savons bien. Quand on a un conflit, par exemple, avec quelqu'un de l'appareil d'État, on voit bien qui c'est qui détient le pouvoir. Hein. C'est la justice en dernier ressort, c'est-à-dire un appareil d'État, ou c'est le Parlement avec la loi en dernier ressort, mais ce n'est pas le particulier. Donc, il y a une rareté du pouvoir qui fait que, comme le pouvoir est rare, la structure des rapports moi je dirais de la lutte des classes, mais d'autres diront des rapports de force, c'est pas grave. L'idée est la même. La structure fait que le pouvoir étant rare, ceux qui l'ont ne le lâchent pas. Et donc, vous avez une reproduction du pouvoir qui, même si elle ne se fonde plus symboliquement sur le système patriarcal, qui peut juger désuet des filles de 20 ans, bon, on peut leur dire tu es sous l'autorité du père, elle vous rit au nez, elle dit qu'est-ce que c'est ces vieilles lunes, tout ça. Mais quand même, si vous voulez, ça continue à faire fonctionner l'ensemble du système. Et ça, il est vrai qu'on a beaucoup de difficultés à s'en sortir. J'essaierai de vous montrer en conclusion sur quelle piste on peut aller pour essayer de sortir de cette logique-là. En tout cas, là, il y a une logique qui a été historiquement imparable, que démontrent les anthropologues comme Françoise Héritier notamment, et qui subsiste, donc il y a encore des éléments de subsistance. Et l'autre conséquence, si vous voulez, c'est que, et là, les marxistes ont un peu pédalé dans la semoule pendant plusieurs décennies. Je ne suis même pas sûre qu'ils s'en soient tous sortis. Si vous voulez. Bien que je sois marxiste, je reconnais que ce n'est pas quelque chose qui a été traité très, très profondément. C'est l'idée que le premier différent, avec un D, un différent, si vous voulez, un conflit,
le premier conflit politique, il est né du conflit de sexe. C'est-à-dire que c'est cette lutte des sexes, ce fait que les femmes ont été battues, en quelque sorte, que la sexuation a été faite au détriment des femmes dans les sociétés, a fait que, avant tout conflit, quelle que soit la forme du conflit politique, à l'origine, il y a la différence sexuelle. Et ça, c'est quelque chose qui a mis très longtemps à émerger. Parce que les libéraux disaient, c'est Dieu qui a fait que, bon, le naturalisme, quoi, on ne touche pas au rapport de sexe, c'est de l'ordre de la nature, on n'y touche pas. Les socialistes disaient, on va changer, le socialisme disait, on va changer avec des réformes successives, et les marxistes disaient, ça ne nous intéresse pas, ce qui nous intéresse, c'est la lutte de classe, la lutte des sexes, on la réglera après. Une fois que la société sera communiste, il n'y aura plus de lutte des sexes. Mais, sauf que ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et il y a eu une telle articulation aujourd'hui dans les sociétés développées comme la nôtre, une telle articulation entre la lutte des classes et la lutte des sexes, qu'il est très difficile de dire il va y avoir d'abord, on va régler la lutte des classes, et après on réglera la lutte des sexes. Les deux, vous voyez, sont imbriqués. Donc, on est dans une situation complexe, mais où il faut essayer de clarifier les problèmes de la différence. Alors, la différence, c'est quelque chose qui est la tarte à la crème. Aujourd'hui, tout le monde va être différent de tout le monde. En matière de différence de sexe, c'est le sujet qui m'intéresse, en matière de différence de sexe, je crois qu'il faut faire une distinction fondamentale au départ. Parce qu'autrement, on s'embarque dans des logiques qui sont des logiques d'exclusion. La différence de sexe ne doit pas être construite dans une logique d'exclusion, mais dans une logique d'ensemble, de commun et de collectif. Il faut que la différence des sexes s'exprime dans la communauté, c'est-à-dire dans les deux sexes, dans la mixité des deux sexes. Il n'y a de société que de société collective et mixte. Si on ne fait pas de mixité, il n'y a pas de société. Si on construit des séparations, il n'y a pas de société. Donc, il faut penser cette différence. Alors, comment essayer de la penser, si vous voulez? Par une distinction de départ qui est peut-être un peu abstraite, mais qui, je crois, renvoie à quelque chose d'assez profond, d'assez juste. Il y a une différence de sexe. Il faut que la différence de sexe soit traduite dans la réalité sociale. Moi, je vous parlerai tout à l'heure, par exemple, du principe de parité. Pour moi, une des traductions juridiques de la différence de sexe, c'est la parité. Bon. Mais il ne faut pas induire de cette différence de sexe, qui est réelle, il y a deux sexes, il ne faut pas en induire une différence, une construction par la différence, vous voyez? Parce que si vous faites une société par la différence ou par les différences, vous faites une société de ségrégation. D'où le communautarisme, d'où tout ce qu'on reproche, si vous voulez, aux sociétés extrêmement différentialistes. Donc, il faut que cette distinction, qui est une distinction ontologique, épistémologique, philosophique, soit bien prise en compte quand on parle de la libération sexuelle. Il ne s'agit pas de développer le sexe féminin au détriment du sexe masculin. Il s'agit de montrer qu'il ne peut pas y avoir de développement harmonieux du sexe masculin et du sexe féminin s'il n'y a pas cette différence au départ de sexe. Alors, la différence de sexe, elle pose un certain nombre de problèmes. Alors, je vais rapidement vous montrer qu'en France, par exemple, comment le droit a-t-il organisé les sexes, la différence de sexe? Je vais rappeler simplement quelques principes. Au départ, on est dans un principe d'égalité. Égalité homme-femme, il y a la Révolution, la Déclaration des droits de l'homme, tout ce que vous voulez. Il y a obligation de ne pas discriminer entre les sexes, d'égalité des sexes. Bon. Ça, c'est le principe d'égalité. Sauf que ce principe d'égalité, dans le droit français, tel que vous pouvez le décortiquer à partir de tous les textes qui ont eu lieu depuis la Révolution, il se compose de 4 principes qui vont détruire l'égalité au départ. Le premier principe, c'est le principe de la représentation. Nous sommes dans un système représentatif. Or, la représentation, il y a 2 conceptions de la représentation. Ou bien vous avez la conception incarnation, c'est-à-dire je suis le représentant et j'incarne le peuple dans son ensemble, incarnation, comme un Dieu incarne une société, si vous voulez. Ou bien le principe de la projection, c'est-à-dire de la ressemblance, c'est-à-dire on va
faire élire des représentants qui sont à l'image des représentés, qui sont la photographie des représentants. Or, en France, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris évidemment le principe incarnation, vous en doutez, vous le savez. C'est-à-dire que, quel que soit le représentant, on n'en a rien à faire, le droit n'en a rien à faire. Ce qui compte, c'est le mécanisme de représentation, c'est-à-dire, il faut voir qui est représenté, le peuple. Alors, le représentant, quel qu'il soit, en l'occurrence des hommes, je vous rappelle qu'on a parlé, parenthèse, on a parlé du suffrage universel dès la Troisième République, alors que les femmes n'ont voté qu'en 1945. Donc c'était un suffrage universel qui était pour le moins restreint. Sauf que dans tous les manuels d'histoire, vous pouvez les regarder, on vous dit la Troisième République a introduit le suffrage universel. Bon. Donc vous avez ce système du représentant. Peu importe le représentant. Ce qu'il compte, c'est quoi? C'est qu'il parle comment? Au nom du peuple, à la place du peuple, comme s'il était le peuple. Et on ne va pas plus loin. Et on ne s'est jamais préoccupé, le droit ne s'est jamais préoccupé de dire mais comment ça se fait qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a pas de femmes, ou il y a 3 femmes, ou il y a 10 femmes? Comment ça se fait? Alors qu'il y a 2 sexes. Voyez. Donc, ce principe de représentation qui continue à fonctionner encore aujourd'hui fait que le problème de l'égalité des sexes n'est pas posé dans le système représentatif. Si on avait dit dans le peuple, il y a 2 sexes, donc il faut que les représentants, au moins il y ait un équilibre. Peut-être pas une parité absolue, mais un équilibre entre les sexes. Il y a un équilibre dans le peuple français, il y a à peu près autant d'hommes que de femmes, mettons, un peu plus de femmes, mais ça, c'est pas grave. Il y a un certain équilibre entre les hommes et les femmes. Reproduisons cet équilibre dans ceux qui nous gouvernent. On serait arrivé à un système qui serait vraiment égalitaire. Aujourd'hui, je sais bien qu'il y a des obligations, comme Yves Jospin d'ailleurs, de faire des listes chabadabada, comme on disait à propos de la liste de Rocard. Un homme, une femme, un homme, une femme. Sauf que une liste, un parti politique qui ne respecte pas ça, qu'est-ce qu'il fait? Il paye l'amende. Et vous en avez des quantités qui, plutôt que d'avoir une égalité homme-femme, une liste égalitaire homme-femme, ils paient les amendes. Ce qu'il faudrait faire, ça serait très simple, l'inéligibilité. Là, oui, là, vous introduisez la vraie parité. C'est-à-dire, vous mettez toute liste qui n'est pas étroitement paritaire à la candidature, inéligible. Mais sauf qu'on n'y est pas, vous voyez. On est loin d'y être. Et que le Parlement lui-même, y compris avec les femmes qui sont au Parlement, sont loin de décider qu'il y aura une inéligibilité. Donc vous avez un système représentatif qui est étroitement dominé par un principe représentatif qui est le principe de l'incarnation. Je suis élu, donc je suis devenu Dieu, donc je fais ce que je veux. Il n'y a pas de mandat impératif, il n'y a pas de compte à rendre, il n'y a pas de possibilité de révoquer, il n'y a pas de révocation des parlementaires. Enfin, c'est l'idée que, à la manière du patriarcat, quand quelqu'un est élu, voilà, il est devenu le roi et il s'exprime comme il veut. Ça, c'est le premier principe qui détourne complètement le principe d'égalité. Le deuxième principe, c'est le principe d'identité. Là, j'irai un peu plus vite parce que c'est évident pour tout le monde. Il y a 2 sexes. Et quand Simone de Beauvoir, que j'aime beaucoup, pour qui j'ai une très grande admiration, écrit « On ne naît pas femme à naïté, on le devient », c'est faux. Elle se trompe. On est femme à naïté. On est femme, on est femelle, appelez ça comme vous voulez, on est féminin, on est femme, on est avec un sexe féminin, de même que l'homme naît avec un sexe masculin. On est femme et on le devient. C'est le « et » qui manque. C'est parce qu'on est biologiquement une femme et ensuite la société vous mouline, vous transforme et fait de vous quelqu'un qui devient une femme. Et c'est vrai que nous, les femmes qui sommes ici, aucune de nous ne ressemble à une autre. On a quelque chose en commun, c'est la biologie, le sexe féminin. Or, cette idée, si vous voulez, de l'identité de base, qui est uniforme, qui est commune, a été complètement niée par le droit français, en disant le droit, c'est quelque chose d'abstrait. Rappelez-vous, si vous ne le savez pas, je vous le dis, que dans les textes de droit en France, il n'y a jamais de nom propre, sauf pour les légions d'honneur, les machins comme ça, ou les gens qui sont honorés après les militaires qui sont morts au combat, qui sont honorés individuellement. Autrement, tout exclusivement des noms communs. Et des noms communs qui sont neutres. Or, le neutre est masculin, comme vous le savez en droit français. Donc, vous avez du masculin partout, ce qui fait que toute l'identité abstraite générale du droit a évacué cette dualité sexuelle. Et donc,
On n'a pas chaque fois le féminin et le masculin. On a un neutre. Et quand on vous dit c'est masculin, on vous dit non, c'est pas masculin, c'est neutre. Le droit, le genre du droit, c'est un genre neutre. Oui, sauf que, encore une fois, par hasard, mais c'est pas par hasard, le neutre est identique au masculin. Le masculin a servi de modèle au neutre. Donc vous avez une identité qui est une identité universelle, universaliste même, et qui camoufle les particularités. Or, une des particularités que chacun a, c'est le sexe. Vous pouvez changer de maison, vous pouvez changer de mari, hein, vous pouvez changer de métier, vous pouvez changer de nationalité, vous pouvez changer de territoire, vous pouvez changer ce que vous voulez, vous ne changez pas de sexe. Sauf procédure, mais alors en France, hyper compliqué. Pour passer d'abord, on ne peut pas être sans sexe, on n'a pas le droit. Hein. Mais ensuite, pour passer d'un sexe à un autre, en France, il faut que la justice ait mis 15 ans à trancher. Donc, vous avez quelque chose que vous portez toujours avec vous, qui est permanent et immuable, c'est le sexe. Or, cet élément, qui est le seul élément constitutif de votre personnalité, de votre identité réelle, si vous voulez, avant que ne soient intervenus tous les mécanismes juridiques, cet élément-là disparaît du droit. Donc, l'identité française, c'est une identité universelle, absolue, généraliste, impersonnelle, vous dit avec du nom commun au masculin, avec la connotation du genre neutre. Donc, le principe d'identité est un principe qui gomme absolument le fait qu'il puisse y avoir deux sexes, dont un sexe féminin dont il s'agit de faire dans notre société la promotion. Le troisième principe qui est hostile, si vous voulez, à l'égalité, qui contrevient à l'égalité, c'est le principe de majorité. Alors là aussi, il y a deux conceptions de la majorité. Hein. En France, vous pouvez dire, en droit en général, vous pouvez dire il y a une majorité et une minorité. Il y a des pays où les minoritaires ont des droits. Non seulement ils ont le droit de s'exprimer, mais ils ont le droit de faire des propositions. Ils ont le droit même, dans certains territoires, quand vous n'avez pas un État centralisé et uniforme, de construire leurs droits minoritaires. C'est un peu ce que demandent les Corses, c'est-à-dire d'avoir un droit minoritaire, mais adapté à la Corse. En France, on n'a pas le droit. En France, la majorité, c'est l'unanimité. À partir du moment où une loi a été votée à la majorité, elle s'applique à tout le monde, uniformément. Et il n'y a pas ce que les philosophes comme Gilles Deleuze appellent le devenir minoritaire. C'est-à-dire, Deleuze dit, bon, il y a des peuples majoritaires. Le peuple majoritaire, il dit d'ailleurs c'est sans intérêt, mais enfin bon, ça c'est lui qui le dit, c'est les WASP. Sophie, c'est quoi? White, voilà, homme masculin, blanc, homme. Les hommes blancs, masculins, protestants. Voilà, protestants. Et habitant la ville, en général, c'est des citadins. Bon. Ça, c'est le modèle, si vous voulez. C'est le modèle du majoritaire. Donc, on ne le parle pas, mais c'est ça. Toutes les lois sont faites pour lui. Toutes les lois majoritaires sont faites pour ce modèle-là. Et tout ce qui ne correspond pas, si vous voulez, à ce modèle-là, à cet étalon-là, est gommé en France. Donc il n'y a pas d'expression des minorités. C'est pour ça qu'elle commence à s'exprimer politiquement, de façon... elle se rebelle, si vous voulez. Elle commence à s'exprimer, on pourrait même dire parfois révolutionnairement, mais elle ne s'exprime pas en droit. Vous n'avez pas de droit des minorités en France. Donc le principe majoritaire est devenu un principe unanimitaire d'uniformisation de la société. Et dans le lot, les femmes disparaissent. Parce que, qu'est-ce qu'il y a comme minorité, par exemple, en France? Outre les étrangers, bien sûr, il n'y a plus d'esclaves, juridiquement. Hein. Donc, vous avez les étrangers qui sont minoritaires, vous avez certaines catégories d'étrangers qui sont ultra minoritaires, c'est les nomades, les gens qui se déplacent comme ça, et puis vous avez les femmes, hein, dans aucun cas on ne reconnaît. Alors, vous me direz, on parle beaucoup des femmes aujourd'hui, mais on en parle comment? On en parle dans le cadre d'une émancipation de victimes. Quand on dit arrêter les violences sexuelles faites aux femmes, arrêter les féminicides, hein, on situe les femmes en tant que victimes. Mais ce n'est pas un féminisme d'émancipation. C'est un féminisme de sanction. Il s'agit de sanctionner ceux qui portent agressivement leur agression contre les femmes. Donc là, on va mettre en place des mécanismes juridiques. Sauf que aussi, ceci est une parenthèse, mais les mesures qui sont en train d'être prises ou d'être proposées contre les violences faites aux femmes, ça ne sert à rien.
Ce sont des mesurettes. On ne va pas à juxtaposer le fait de mettre un bracelet électronique à quelqu'un qui peut se déplacer comme il veut. On ne va pas mettre un flic derrière chaque agresseur sexuel d'une femme. Ce n'est pas possible. À mon avis, il y a une mesure à prendre. Mais sauf qu'elle n'est pas prise parce qu'elle pose des problèmes juridiques très, très, très sérieux. Moi, je n'ai pas d'ailleurs la solution. Hein. De toute façon, je pense que la solution sera mauvaise. Mais il faut peut-être y réfléchir. C'est de renverser la charge de la preuve. Tant que la femme ou les héritiers de la femme en cas d'assassinat, hein, en cas de féminicide, tant qu'il y aura à prouver, que ce sera la femme à prouver qu'elle a été agressée ou blessée, on n'y arrivera jamais. Parce qu'il y a 2 règles dans le droit français. Ne pas avouer. Si vous n'avouez pas, vous êtes tranquille. Hein. Il suffit de ne pas avouer. Hein. Vous allez de n'importe quel délit ou crime, vous n'avouez pas, vous avez 50 chances sur 100 de sortir blanchi. Donc, il suffit à la personne qui a commis l'agression de ne pas avouer. Et la deuxième raison, c'est que c'est très difficile, comme vous le savez, de prouver. Il faut arriver aux coups et blessures sérieux. C'est très difficile de prouver le harcèlement. Et en plus, qu'est-ce qu'on condamne dans le droit français? On condamne le viol. Je vous rappelle que le viol entre époux n'a pas été condamné jusqu'à il y a quelques années. Hein. Ça a été introduit dans le droit pénal il y a même pas une trentaine d'années. Bon. Donc on condamne le viol, on condamne le harcèlement, mais l'inconduite individuelle, le type qui vous met la main aux fesses dans le métro, une fois, bon, c'est pas agréable non plus. Est-ce que vous pouvez vous plaindre? Non, c'est de l'inconduite individuelle. Le magistrat va vous dire, oh, vous savez, bon, c'est une circonstance, c'est bon, il ne faut pas tenir compte de... Ce qu'on condamne, c'est le harcèlement. Alors ça, si vous avez une femme harcelée, elle prouve le harcèlement. Donc le problème, c'est de prouver l'inconduite sexuelle. C'est improuvable, improuvable. Si vous n'avez pas des traces physiques avec des coups et des blessures qui n'ont pas forcément à voir avec l'agression sexuelle. Vous pouvez avoir quelqu'un qui a un type qui a envie de vous embrasser sur la bouche, vous n'allez pas avoir, et qui vous embrasse sur la bouche, vous n'allez pas avoir de traces. Voyez. Donc, tout ce qu'on fait, la seule chose, c'est de renverser la charge de la preuve. Ça veut dire, mais c'est un bouleversement juridique sérieux, ça veut dire, l'ordre public, désormais, comprend la tranquillité, le bruit, ça c'est normal, c'est l'ordre public, la salubrité, l'hygiène, hein, la sécurité, bon, qu'on ne vous agresse pas dans la rue, etc. Et l'atteinte corporelle, c'est-à-dire la protection individuelle. Si vous mettez ça dans l'ordre public, comme 4e condition, alors qu'il n'y en a que 3 aujourd'hui, à ce moment-là, vous renversez la charge de la preuve, et c'est à l'autorité publique à poursuivre, et c'est à celui qui est poursuivi à prouver qu'il n'a pas fait, voyez. Mais ce renversement de la charge de la preuve, ça veut dire quoi? Ça veut dire que par derrière, vous portez atteinte à la présomption d'innocence. Donc, celui qui est accusé aujourd'hui, il est présumé non coupable. Et si vous dites on renverse la charge de la preuve, désormais, c'est celui qui est accusé qui devra prouver qu'il n'a pas commis tel acte pour renverser la charge de la preuve. Donc, c'est une vieille tradition française qui est protectrice des libertés. Donc, c'est un vrai débat. Mais tant qu'on n'aura pas réfléchi, à mon avis, sur ce problème-là, qui est le problème de fond, qui est la charge de la preuve, tout ce qu'on fait autour, ça amuse la galerie. Mais ça ne changera rien, vous voulez, à la pratique à cette multiplicité de féminicides qui se développe en France pour des raisons qui tiennent à la déviance de la société dans son ensemble. Hein. C'est pas que, à mon avis, les hommes soient plus violents aujourd'hui qu'il y a 100 ans ou il y a 500 ans, mais c'est que les conditions sociales sont telles qu'il y a plusieurs années, il y a 100 ans, les types violents dans les villages, on les calmait. Ils n'arrivaient pas à l'assassinat parce qu'ils étaient calmés avant. Aujourd'hui, l'individualisme fait que chacun est chez soi, ferme sa porte et se débrouille comme il veut. Donc vous avez ce problème-là, si vous voulez, comment dirais-je, du fait que les femmes peuvent se défendre en tant que victimes, ou enfin essaient de se défendre en tant que victimes, et qu'on les écoute un peu, encore une fois, avec toutes les limites que ça peut avoir, mais qu'en tant qu'émancipation, il n'y a rien, si vous voulez, parce qu'on n'a pas admis ce que des philosophes comme Deleuze appellent le devenir féminin, hein, le devenir femme. Il faut créer un devenir femme. Bon, ça, c'est le 3e principe. Le 4e principe, c'est le principe de séparation. C'est que le droit sépare. Le droit, ce qui intéresse le droit, notamment le droit capitaliste, c'est l'attribution des terres. À qui appartient la terre ?
à qui appartiennent les biens. C'est ça qui l'intéresse. C'est la répartition des biens. Donc, cette répartition exige des séparations. Vous avez ce qui est à vous, ce qui est à moi, ce qui est aux autres. Donc, on fonctionne à la séparation. Et dans la logique de séparation, il y a, pour les femmes notamment, pour les hommes, les prolétaires, ils n'ont rien, comme vous le savez. Donc, eux aussi, ils sont rejetés d'un endroit à un autre. Mais les femmes, c'est le prolétaire du prolétaire. Hein. La femme en tant que telle, c'est la prolétaire du prolétaire. Donc, les femmes n'ont rien parce qu'elles ont traditionnellement des lieux interdits. L'espace politique, c'est traditionnellement interdit. Je n'ai pas besoin de vous faire un dessin, vous le savez. Prenez le Corse Matin tous les jours, vous regardez les photos du Corse Matin et vous cherchez les femmes. Quand il y a des chefs de parti, des responsables d'associations qui comptent, je ne dis pas les associations caritatives, humanitaires, dont tout le monde se fout. Non, les associations qui ont de l'argent économique. Regardez les photos et regardez où sont les femmes. Combien il y a de femmes. Bon. Donc, l'espace de pouvoir, l'espace public, il n'y a pas de femmes, ou très peu. Bon. En revanche, il y a des lieux interdits. La rue. Je vous signale que quand même, la rue, tout est fait dans la rue pour que ce soit un espace qui ne soit pas ouvert aux femmes. Ne serait-ce que la dangerosité de la rue. Ne serait-ce que le fait que quand une femme est dans la rue, on commence à la considérer un peu comme suspecte, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle fait dans la rue. Si vous vous baladez dans une rue, je dirais entre guillemets, malfamée de Paris à 1h du matin, on va vous prendre pour une prostituée. Parce que les femmes des rues, c'était les femmes des rues. Il y avait des femmes qui allaient dans la rue et la rue était à elles, mais pas aux autres. Donc vous avez cette idée de lieu interdit, cette idée de lieu où elles ne peuvent pas s'exprimer. Et vous avez la troisième idée que l'on voit se développer dans la France contemporaine, de lieux fermés, c'est-à-dire où les femmes sont enfermées. Les maisons, l'intérieur des maisons. Alors vous me direz, la femme émancipée, la femme française moyenne émancipée, elle sort de la maison. Mais quand même, elle a une fonction dans la maison. Hein. La femme au foyer, vous remarquerez que le mot important, ce n'est pas le mot femme, c'est le mot foyer. Qu'est-ce qui tient le foyer? C'est la femme. Donc vous avez trois catégories de lieux bien que le droit perçoit bien et que les juges perçoivent très très bien, hein, où ils savent ce que c'est qu'une femme au foyer, ils savent ce que c'est qu'une femme qui travaille, et ils savent ce que c'est qu'une femme qui vagabonde dans les rues. Ils ne les traitent pas, le droit ne les traite pas de la même façon. Donc tout ça fait que le principe d'égalité est amoindri. Alors, pour terminer, je voudrais vous dire deux choses. D'abord, un des points importants, c'est donc comment articuler aujourd'hui la libération générale, que moi j'appelle la lutte de classe, mais qu'on peut appeler autrement, en disant l'homme est dans les fers, comme disait Rousseau, hein, l'homme partout est dans les fers. Donc comment on peut faire pour articuler ça, qui est revendiqué de façon commune, avec le caractère exclusif de la libération des femmes, si vous voulez. Il y a un premier constat, c'est qu'à mon avis, les luttes sociales, le droit n'intervient pas a priori dans les luttes sociales. Dans les luttes sociales, le droit intervient comme cristallisateur, comme à un moment, hop, on saisit le droit pour marquer la lutte sociale. Marquer ce qu'est la lutte sociale. C'est les grands moments que vous connaissez. Bon. Mais pour les luttes des femmes, pour le féminisme, il y a quelque chose d'un peu nouveau dans le droit, c'est que comme c'est une lutte qui est surdéterminée, en quelque sorte, par les luttes sociales et politiques, le droit peut être un élément de transformation. C'est-à-dire que vous pouvez, si vous utilisez intelligemment le droit, permettre à une règle de droit de faire avancer les choses. C'est en cela que moi je défends par exemple la théorie de la parité. Je pense que les femmes aujourd'hui devraient se battre pour la parité. Pourquoi? Non pas parce qu'il y aura des femmes qui changeront, qui gouverneront différemment des hommes. Ça, je n'y crois pas. En tout cas, pas dans un premier temps. Elles vont gouverner comme les hommes, mais elles vont être lisibles, si vous voulez, visibles. Il faut que les femmes soient visibles dans tous les lieux de pouvoir. Et pas seulement dans les lieux de pouvoir politique, mais là où il y a une élection, là où il y a une promotion, là où il y a un concours, là où il y a un pouvoir quelconque, président d'université, chef d'entreprise, n'importe où. Là où il y a un minimum de pouvoir, il faut qu'il y ait la parité. Et ainsi, on arrivera, si vous voulez, à montrer qu'il y a deux sexes et que le sexe féminin, même s'il fait autant de conneries, excusez-moi, entre guillemets, de sottises que le sexe masculin, mais il existe.
il est là. Pour le moment, on ne peut pas leur donner, on ne peut pas le dire, puisqu'elles ne sont que tout à fait réduites, extrêmement minoritaires. Donc, une bataille peut être menée sur la parité. La bataille que mènent les féministes aujourd'hui contre les violences sexuelles, c'est une excellente bataille, comme je vous le disais, mais il faut affiner les armes juridiques. Pour le moment, telle qu'elle est menée par les mouvements féministes ou par ceux qui les soutiennent ou celles qui les soutiennent, ne peut pas se traduire en droit. Il n'y a pas suffisamment... Le droit est toujours 1, si vous voulez. Il faut pas faire passer le droit français du 1 à 2. Est-ce que je me fais comprendre? Il faut qu'il y ait une dualité inscrite dans le droit français. Et que chaque fois qu'il y a une mesure qui soit prise, on ne pense pas en termes d'unité, mais en termes de dualité. Avec les mesures d'accompagnement. Pour le moment, on en est loin. Mais je pense que c'est ça qu'il faut faire. Donc, le droit peut être un instrument de transformation de la situation des femmes, à condition de l'utiliser comme cela et à condition de réfléchir sur la fin du système patriarcal et le remplacement par un système qui corresponde à la réalité. C'est-à-dire, la réalité, c'est très simple, il y a 2 sexes, donc il faut que la société soit... que ces 2 sexes soient équitablement répartis dans toute la société. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un sexe au détriment d'un autre. Mais vous voyez que là, il faut réfléchir sur les mesures juridiques et il faut faire un droit qui soit non plus vertical, c'est-à-dire de l'État au particulier avec des injonctions verticales, comme on le fait en France, avec une loi qui s'applique pour tous, mais un droit horizontal. C'est-à-dire qu'il faut repenser le droit de façon horizontale. Alors, il y a des philosophes qui ont réfléchi là-dessus, enfin pas sur le droit, mais qui ont réfléchi sur l'horizontalité. Si les juristes étaient intelligents, ils reliraient des gens comme Gilles Deleuze, par exemple, qui a réfléchi sur ce qu'il appelle la fonction en rhizome, et le droit devrait fonctionner en rhizome. Il faut que les juristes se mettent à la tâche et travaillent un peu différemment. Pour le moment, on en est loin. Voilà. Alors, pour terminer, un petit jeu de société, je vais vous faire jouer un jeu de société dans votre tête. Bon. On prend quelques métiers et on regarde le nombre de femmes célèbres dans ces métiers. On va prendre la haute couture. D'abord, la haute couture, vous remarquerez que quand on dit un couturier, c'est un grand couturier. Quand on dit une couturière, c'est votre voisine de palier qui refait le bourrelet. Et parmi les grands couturiers, au masculin, combien il y a de femmes? Chanel, évidemment, on en cite toujours une, Chanel, Sonia Rykiel, Nina Ricci, et puis, en France, cherchez. Si vous arrivez à 5, oui, mais bon, c'est pas de la grande couture, si vous voulez, c'est déjà du prêt-à-porter. Moi, je pense à ceux qui créent créent la mode, si vous voulez, les grands couturiers. Il n'y a pas beaucoup de femmes. Or, les ateliers de grands couturiers, il n'y a que des femmes. Ce sont les femmes qui font les robes. Dans les ateliers des grands couturiers, il n'y a que des femmes qui font les robes. Ça vient d'elles, mais le couturier, il est masculin et il bloque, si vous voulez, il bloque inconsciemment le système. Il y a très peu de femmes grands couturiers. Et Chanel, il faut voir comment elle s'est imposée, avec quelle difficulté elle s'est imposée. Bon, passons. Prenez n'importe quel métier. Prenez la littérature. Combien de femmes grands écrivains? Prenez le journalisme. Combien de femmes journalistes connues? Alors que les femmes il y a beaucoup de femmes dans le journalisme. Prenez les métiers scientifiques, dans les laboratoires. C'est plein de femmes. La science française est faite essentiellement par des femmes. Combien de femmes célèbres? Marie Curie. Et puis, prenez les cuisiniers. Les grands cuisiniers, tous des hommes. Il y a quelques mères brasiers ou autres à Lyon. Il y en a une ou deux qui sont sorties les mères lyonnaises, mais maintenant, d'ailleurs, elles n'existent plus. Bon, donc, prenez tous les métiers. Vous pouvez les prendre les uns derrière les autres. Les architectes. Combien il y a de femmes dans les cabinets d'architectes? Dans les écoles d'architecture, il y a autant de filles que de garçons. Donc elles sortent, les architectes sont aussi nombreuses que les garçons. Combien il y a d'architectes femmes? Si vous m'en citez une, connue, bien connue, voilà. Mais je vous prends tous les métiers. Prenez la poésie. La poésie, à part Anna de Noailles, que tout le monde cite, bon, il y a beaucoup de femmes poètes. Mais combien sont connues? Vous pouvez prendre tous les... Alors, je ne vous parle pas des femmes chefs de grandes entreprises, je ne vous parle pas de femmes présidentes d'université, il y en a très peu, je ne vous parle pas de femmes chefs responsables de région, il y en a une. Enfin bon, vous pouvez faire le tour de tous les lieux de pouvoir, quels qu'ils soient littéraires, qu'ils soient en sport, qu'ils soient partout, dans tous les domaines, vous n'arrivez pas à trouver de
de noms de femmes connues du public, je dirais, célèbres connues du public, alors qu'elles existent. Si elles n'existaient pas, on pourrait dire, mais les femmes connues existent. Les chercheurs, bon, on vient de parler maintenant de la femme qui vient d'obtenir le prix Nobel, mais vous remarquerez que le Nobel a été donné au mari et à la femme, au couple. Hein. C'est pas pour rien. Alors que je pense que ce qu'elle a créé, elle, quand elle était au Collège de France, hein, Esther Duflo, elle n'était pas mariée à l'époque. Donc c'est elle, la véritable créatrice de cette économie particulière qu'elle a créée. Bon. Donc vous pouvez chercher partout. Donc ça, c'est un constat incontournable. Alors par contre, je vais vous demander, mais ça c'était pour les jeunes, j'avais fait ça par humour pour les jeunes, mais ça ne fait rien. Si je vous dis, parce que je sais que vous savez, mais je voulais demander aux jeunes, si je vous dis Yvonne, si je vous dis Claude, si je vous dis Daniel, si je vous dis Anémone, si je vous dis Carla, si je vous dis Julie, vous savez tout de suite qui c'est. Brigitte, bon, c'est les femmes d'eux. C'est-à-dire qu'en France, les seules femmes qu'on connaît dans le grand public, si vous posez cette question, cette interrogation à n'importe qui dans la rue, vous dites à Yvonne, peut-être, bon, de Gaulle, il s'en souvient plus très bien. Claude Pompidou, il s'en souvient plus très bien. Anémone non plus. Mais si vous lui dites Carla, il sait très bien qui c'est. Hein. Et Brigitte, évidemment. C'est-à-dire, ce sont des femmes d'eux. Donc, ce sont des femmes qui n'ont rien en tant que telles, parce que première dame, ça ne veut rien dire. Ça n'existe pas, première dame. Ça, c'est du discours journalistique. Bon. Il n'y a pas de première dame en France. En France, il y a un président de la République, pointré. Bon. Il est marié ou il n'est pas marié, il vit en concubinage ou il ne vit pas en concubinage, il est homosexuel ou il est hétérosexuel. Le droit s'en moque. Donc, vous voyez qu'il y a quand même là un problème. Je vous laisse réfléchir à la question. Et elle est vaste. C'est pour ça qu'à mon avis, le sujet, le sexe du droit, a quelque utilité aujourd'hui, a quelques réalités aujourd'hui. Merci.